Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver sur le plateau de Lyon Positif pour une expérimentation. Alors, qui dit expérimentation dit peut-être des choses qui vont se passer pas comme elles étaient prévues, mais c'est aussi ça qu'on cherche. On est sur le plateau de Lyon Positif pour un nouveau format, un nouveau contenu. On est ici dans les magnifiques locaux d'Omnium et je salue Frédéric Berthet, son directeur associé, qui nous permet d'être ici installé dans les anciens locaux de l'Université catholique. Et Frédéric est quelqu'un qui a toujours voulu que ses bureaux soient ouverts sur la société. Et c'est un peu l'esprit de ce qu'on va faire ce soir. On est réunis pour une nouvelle émission, un nouveau format, un nouveau concept qui s'inscrit pleinement dans la ligne éditoriale de Lyon Positif. Vous le savez, Lyon Positif, c'est la plateforme positive et inspirante de Lyon et sa région. Notre idée, c'est de rendre visible l'essentiel et on a souhaité, dans le contexte des élections législatives, s'intéresser à la manière dont on peut débattre, j'allais dire, autrement, dont on peut faire de la politique autrement. Et donc, avec notre associé sur cette opération, Jean-Baptiste de Noétique Biz, on a monté une émission qu'on a appelée Métagora Politique, en lien avec ce que vous faites, Jean, et vous allez nous raconter ce que fait Noétique Biz et pourquoi le cabinet de philosophie que vous dirigez s'est associé à cette expérimentation citoyenne et démocratique. Merci Frédéric. Donc effectivement, en tant que représentant pour le coup de Noétique Biz, effectivement, nous on travaille pour la dimension esprit critique, le déploiement de l'esprit critique dans les entreprises et au-delà, dans la sphère publique, justement grâce à vous, grâce à Lyon Positif. Donc nous, notre chemin, c'est ni plus ni moins que de proposer des méthodes, des processus, des outils, aussi modestes soient-ils, mais si possible efficaces, pour polliniser le monde d'esprit critique. Voilà Frédéric. Alors, qui dit nouveau format, qui dit débat citoyen, dit sujet peut-être ? En effet. Alors on a choisi effectivement de mettre en débat et en discussion, avec une méthodologie que vous allez nous expliquer dans quelques instants, un sujet assez clivant mais qui permet aussi à chacune et à chacun d'entre nous de s'en emparer et on va voir, de partager, de raconter, d'apprendre à écouter. Ce sujet, c'est faut-il ou non dépénaliser et légaliser le cannabis ? Sujet de société, d'actualité. On a beaucoup de candidats qui se sont exprimés pendant les présidentielles notamment. On a un certain nombre de candidats aux législatives qui vont porter des propositions de loi dans ce sens ou dans un autre sens. Je rappellerai simplement des éléments de contexte. Dépénaliser, c'est lorsque l'on renonce à considérer quelque chose comme un délit. Et légaliser, c'est de donner un cadre légal et restrictif à un produit, à une chose. Alors la question, et vous le savez, en France, qui est le premier pays consommateur en Europe de cannabis, est-ce qu'il faut dépénaliser? Est-ce qu'il faut légaliser? Est-ce que ça va favoriser ou non l'augmentation de la consommation? Est-ce que c'est un moyen de lutter contre le deal? Bref, tous ces sujets-là sont des sujets de société qui intéressent chacun des citoyennes et des citoyens que nous sommes. Et on va apprendre à dialoguer tous ensemble avec la méthodologie que vous allez nous présenter, Jean. Oui Frédéric, ça s'appelle donc Métagora Politique tout simplement parce que c'est un peu l'Agora 2.0, comme je disais à nos invités. L'Agora 2.0, pourquoi? Parce qu'on s'inspire en tant que philosophe de l'Antiquité grecque. Et la démocratie est née, c'est quand même important de se le rappeler, sur la place publique à l'Agora, où en fait il s'agissait de mettre des guerriers autour, en cercle, en fait, autour de la rationalité, la raison, les argumentations. Et mine de rien, ce sont des guerriers qui ont arrêté Frédéric de faire la guerre, pour de vrai, pour se mettre à dialoguer et pour rechercher la vérité rationnelle sur tout sujet. Alors on espère ce soir pas de guerre ni de combat autour de cette table. Voilà, justement, c'est typiquement Comment ça fonctionne et comment va se dérouler le débat pendant cette petite heure, je crois, qu'on va passer ensemble? Concrètement, on a revu et corrigé et mis à jour des valeurs qu'on trouvait dans l'Antiquité grecque et particulièrement dans l'Académie de Platon, en fait. En fait, on pouvait rentrer chez Platon dans son école que si on vivait selon 4 critères. L'écoute, ne pas savoir ce que je vais dire avant que tu aies terminé ta phrase. L'argumentation, c'est-à-dire la justification rationnelle de ce que j'avance. La franchise, c'est est-ce que je suis capable de te dire des choses qui pourraient me mettre en rupture avec toi. Et puis, le questionnement, vivre sous le régime des questions, c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions au bon niveau. Voilà les 4 curseurs. Les 4 vertus, je pourrais dire même, les 4 valeurs autour desquelles on va dialoguer ce soir parce que nos invités, je vais faciliter donc le dialogue entre nos invités et nos invités vont se prononcer sur les valeurs que je viens de dénoncer
C'est-à-dire qu'ils vont concrètement métacommuniquer, c'est bizarre comme mot, encore un truc de philosophe, ils vont se parler de la manière dont ils se parlent. Voilà. Et en se parlant de la manière dont ils se parlent, le but c'est quoi? C'est de faire monter le niveau des échanges. On voudrait faire pas plus, Frédéric, ce soir, hein, vous et nous, et avec nos invités surtout, on voudrait offrir de la réflexion simplement dans le dialogue politique. Et regardez s'il y a d'autres manières de s'écouter, de s'entendre, de se parler. Alors, exprès, nos invités ne se connaissent pas, ne se sont pas présentés encore les uns aux autres, pour laisser aussi une petite part de mystère et pour pas qu'on ait d'a priori dans les représentations ou dans l'éventuelle stigmatisation des propos et des idées. Alors, comment est-ce que ça commence et comment on lance le débat, Jean? Eh bien, on le lance tout simplement en rappelant le thème et la question qu'on pose à nos participants. Et là, je vais vous laisser faire, Frédéric. Et une fois que vous aurez fait ce travail de reposer le sujet sur la table, c'est le cas de le dire sur la table, eh bien, je vais faciliter le dialogue. Voilà. Les participants sont au courant, je vais les arrêter de temps en temps pour produire de l'esprit critique. Très bien. Alors, on reformule, on repose la question. Dans le débat actuel, dans notre société actuelle, juste après l'élection présidentielle, où je vous rappelle qu'il y avait vraiment des positions très tranchées entre les uns et les autres, est-ce que les candidats aux législatives, par exemple, doivent porter un projet qui viserait à dépénaliser et ou à légaliser le cannabis? Dans le but, encore une fois, je dirais, d'offrir un espace de réflexion citoyen, citoyenne, et offrir cette réflexion finalement à nos hommes et femmes politiques représentants. C'est ça, Frédéric, finalement? L'idée, c'est ça. Un des buts. À terme, c'est potentiellement d'inviter autour de la table des hommes et des femmes politiques qui seraient confrontés en direct à une vraie interaction avec les citoyens, mais en changeant soit du marché, soit du tractage, soit du porte-à-porte habituel, pour avoir des règles qui permettent peut-être de dialoguer autrement, puisqu'on sait que parfois on oublie et la bienséance et un certain nombre de règles de base du dialogue. Donc on va voir si, en mettant en place cet outil, on va se parler autrement autour de la table. Eh bien, comme bien des choses difficiles en ce monde, le plus difficile, c'est de commencer, Frédéric. Eh bien, commençons. Et commençons. La parole est au fond libre à chacun, à chacune d'entre vous, messieurs, dames, autour de la table, pour aborder ce sujet de la manière que vous voulez. Voilà. Autrement dit, il y a quelqu'un qui doit se lancer. Eh oui, c'est le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Personnellement, si vous me permettez, moi j'ai quand même un a priori, je suis quand même plutôt contre. Je me dis que si on dépénalise et qu'on légalise cette pratique, l'interdiction se portera sur des drogues dites plus dures. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Dans la mesure où, évidemment, le cannabis génère aussi des états de conscience modifiés, on peut se poser la question d'un éventuel encadrement, mais j'y crois moyennement quand on voit typiquement les contrôles que génère la consommation d'alcool au volant. Voilà, donc après, moi, je ne demande qu'à changer d'avis. Benjamin a fait le plus difficile, il s'est positionné. Et donc, Benjamin, si je comprends bien, tu es plutôt contre. Instinctivement, c'est ce vers quoi j'irais. Ok, très bien. Le dialogue est complètement libre. On peut réagir sur ce que vient de dire Benjamin. Udo. J'ai l'impression qu'avant de pouvoir répondre pour ma part sur la question est-ce qu'il faut légaliser ou dépénaliser ou les deux à la fois, je me poserai la question de quelle utilisation de cannabis parlons-on? On a, dès le dernier temps, eu des retours scientifiques, peut-être encore discutés, mais assez majoritairement favorables à une utilisation médicale du cannabis. Même en France, cette pratique est rentrée dans les usages avec des produits surveillés, produits exprès à cet effet-là, pas de mélange malsain possible, etc. Ce qui veut dire, pour moi, si la science dit c'est bon pour la santé ou pour une certaine utilisation, ça ne peut pas être si mal comme ça pour les restes de la population. La deuxième question que je me poserai, c'est qui est concerné par une éventuelle légalisation ou dépénalisation? Est-ce qu'on parle des adultes, on va dire consentantes, comme pour l'alcool, comme pour d'autres dangers pour la santé, mais qui, en tout cas des causes, quand j'ai fait un saut en parachute
ou quand je veux sauter d'un pont, je sais que je prends un risque. Même en fumant, je sais que je prends un risque. Et pour autant, c'est nullement interdit pour les adultes, du moins, comme l'alcool. Alors, en quoi, quand on dit d'un bar, c'est médicalement pas un poisson, ou pas plus que l'alcool ou une cigarette, en quoi les adultes ne pourront pas l'utiliser à leur détente, à leur truc? Mais tout de suite derrière, il vient une autre question, et encore faut-il que ce produit-là soit consommable dans un état qui ne crée pas d'autres problèmes parce qu'il est mélangé à, je sais pas, à la lessive ou à toutes sortes de choses par des personnes qui, eux, ne sont pas dans l'intérêt de votre bien-être, mais uniquement dans un intérêt de profit, parce que pour le moment, ils sont dans une zone grise de criminalité, etc. Et là, il y a effectivement, après la question, pour moi, de la protection nécessaire du collectif, donc de la société, de ces jeunes personnes, des mineurs, des vulnérables. J'ai vu magnifiquement bien placé face à l'entrée d'un collège et 50 mètres d'un lycée et 80 mètres d'un institut universitaire. Il est assez intéressant d'observer depuis au moins 10-15 ans que rouler son petit pétard, c'est tous les jours, et ça commence au plus jeune âge. Ça s'arrête plutôt, ça diminue plutôt avec l'âge montant. En rapport à ce que les jeunes fument au collège, les étudiants, il y en a 1 sur 10 ou 1 sur 20. Pendant que pour les jeunes, on voit clairement, c'est un interdit, il faut se créer, il faut grandir avec pour prouver qu'on est fort, homme, etc. Donc c'est une sorte d'incitation malsaine que nous, on avait aussi à notre époque certainement, mais là, il est clairement un phénomène des groupes qui entraîne tout le monde. On va l'essayer, il ne va pas toute seule rester à part, etc. Et là-dessus, je me dis, est-ce que la pénalisation de la possession pour ces gamins est un outil efficace? C'est non, c'est clairement non. Même les descentes qui sont 3 fois par an, pour la forme, les maires envoient un troupeau de policiers, mais comme ils sont mineurs, et comme ils sont juste la petite parette ou les petits trucs là dans la poche, ben il n'arrive rien du tout, ils le savent très bien. Et ceux qui les livrent, ils sont en mobilette, ils sont là 2 secondes, ils prennent l'argent, ils laissent les parettes et ils partent. Donc, la pénalisation, visiblement, ce n'est pas une réponse à ça. Donc, la réponse, on doit la chercher ailleurs, à mon avis, si on veut protéger la jeunesse. Et c'est plus dans une éducation clairvoyante, comme on les fait maintenant plus pour les tabacs, comme on les fait probablement à la maison, chez les gens, à l'alcool. Je vois rarement les adultes inciter ces enfants à prendre de l'alcool. Là, il y a une éducation qui existe. Est-ce que la même éducation existe? Enfin, c'est un ensemble de questions qui rend difficile à dire. La généralisation de cette question à dire « faites comme vous voulez, on ne s'occupe plus », etc. Vous pouvez planter dans votre jardin ce que vous voulez. Ça me semble aussi difficile à trancher parce que ça voudrait dire qu'on est tous des citoyens responsables, ce qui n'est certainement pas le cas. Et de l'autre côté, la légalisation de la sorte, on crée comme Hollande, prenons Hollande comme exemple, on crée des coffee shops à la consommation contrôlée, machin, etc. Ben, c'est pas pour autant, les Hollandais sont dégradés intellectuellement, je pense, ou qui sont à l'âge adulte des gros défauts. Je sais pas. Donc c'est très difficile à décider, je pense. Et politiquement, c'est un vrai casse-tête. Plusieurs choses dans ce que tu as dit, Udo. Est-ce que quelqu'un veut spontanément rebondir? Je vois plusieurs visages. Philippe? Moi, j'ai vu 2 choses dans l'introduction et dans ce qui vient d'être dit par Udo. C'est qu'on dit que le sujet, il est clivant.
Alors effectivement, et c'est pour ça que ce sujet a aussi été choisi, on peut imaginer qu'on a un positionnement très clair et tout ça. Et finalement, ce que tu viens de dire, finalement, il montre bien que ce sujet, il est clivant dans le sens où en fait, c'est difficile quelquefois de se positionner, vu qu'il y a eu, on va dire, des éléments pour, des éléments contre, et on voit bien que le sujet, il est pas simple. Et c'est là où le débat est intéressant, parce que si on regarde les faits, j'aime bien les faits, et j'aime bien regarder un peu scientifiquement les choses, les faits, je pense pas qu'ils vont vraiment aller à la base sur le côté le cannabis c'est bien et tout ça. Néanmoins, et tu l'as dit, il y a des aspects thérapeutiques du cannabis et c'est probablement là où le clivage, c'est pas si clivant que ça, ou je sais pas, assez rassembleur, c'est que il y a peut-être des usages qui mériteraient d'être dépénalisés et des usages qui mériteraient probablement d'être encadrés, interdits encore, je sais pas. Aujourd'hui, la société, elle évolue et je pense que déjà je pense qu'il y a quelques années, j'aurais répondu de manière très simple, il ne faut pas dépénaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ouverture du débat fait que mon positionnement est probablement un peu moins strict, même si je dois reconnaître que mon cœur reste encore à dire ce qui va contre le bien-être général de la société. J'y suis plutôt, je suis pas spécialement pour légaliser des choses qui ne serait pas bon pour la société. Important ce que tu viens de dire parce que c'est souvent l'objet d'un clivage pour le coup, c'est-à-dire d'invective carrément chez les gens, puisqu'il y a l'opposition entre l'idéalisme d'un côté, c'est-à-dire on se bat au nom d'idéaux, et puis le conséquentialisme de l'autre, c'est-à-dire le pragmatisme que tu viens de soulever, c'est-à-dire c'est quoi le bénéfique le plus important et grand et positif pour le plus grand nombre. Enfin, voilà. Je me permets de vous arrêter déjà à cette étape-là qui est juste les prémices et qui sont déjà, je trouve, de très grand niveau, de très haut niveau. Donc merci pour ça, merci pour votre attention à ça. Valérie, de manière arbitraire, parce que tu es à côté de moi, Valérie, je vais te proposer de vraiment nous aider à y voir un peu plus clair à travers un vote qui sera subjectif sur qu'est-ce que tu sens avec tes tripes, avec ton intuition, sur le niveau collectif, là, dans ce début d'argumentation, de franchise, d'écoute et de questionnement. Voilà, sur les 4. Sur carrément les 4. Moi, je suis goulu. Alors, pour le moment, il me semble qu'on est plutôt... Si j'y arrive. Ah, on n'arrive pas à me... Ah, ça y est, ça y est. Hop. Mais c'est un peu... Ça y est. Oui. Alors, on est plutôt bien parti dans l'argumentation. Il me semble que là, même si on est beaucoup... Alors, j'irais plutôt sur le questionnement. On est beaucoup dans le questionnement, pour moi. Alors, si j'arrive à aller jusqu'au bout, voilà. La table est grande, mesdames et messieurs. Et le public peut suivre en live ce que Valérie est en train de faire. Il y a beaucoup d'écoute. Je trouve qu'on est très à l'écoute les uns des autres parce que je pense qu'on est tous un peu perplexes par rapport au sujet. Et là, en termes de franchise, là, je pense qu'on est plutôt bien placé aussi. D'accord. Est-ce que j'interprète mal si je dis c'est l'argumentation un petit peu que par rapport aux autres? Disons qu'on cherche. On cherche encore. On cherche. Est-ce que tu penses que du coup, est-ce que ça veut dire, mais pas forcément, c'est vraiment une interprétation que moi je fais, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller encore plus loin dans notre argumentation pour les minutes qui vont suivre, ou est-ce que pas forcément? Est-ce que tu as l'intuition qu'il faut rentrer par une porte que tu as entendue ou que tu n'as pas encore entendue, ou que c'est l'argumentation qu'il faut resserrer? Voilà. Alors, question ouverte. Personnellement, il me semble que comme on est plutôt très bien placé en termes de questionnement, franchise, écoute, on a certainement beaucoup à creuser encore sur la partie argumentation. D'accord. C'est comme ça en tout cas que je le perçois. D'accord, très bien. De ce fait, je vais inviter les participants à prendre le temps, quand vous prenez la parole, d'aller au fond, c'est dur à dire, d'aller au fond de ce que vous pensez, de vous dévoiler dans la justification de ce que vous pensez, même si notre qualité de dialogue, en croire Valérie, mais je le crois sincèrement aussi, est très bonne d'ici là. Valérie, je te redonne la main pour, si tu as envie de rebondir. Oui. Alors je veux bien. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a pu être dit par Udo et Philippe jusqu'à présent, c'est que ça soulève beaucoup de questionnements. Et moi, c'est vraiment là que j'en suis, en fait. C'est dépénaliser le cannabis, mais comme tu le disais à l'instant, pour quel bénéfice? Pourquoi faire? C'est quoi le bénéfice qu'on vise? Là, j'y vois pas très clair à titre personnel. Et le seul parallèle que j'ai envie de faire, il a été évoqué, c'est par rapport à la cigarette. Il me semble que le cannabis s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui,
on fume du cannabis dans pas mal de milieux, un peu comme on fume une cigarette. La cigarette est en vente libre. Pour autant, il me semble qu'on vend encore des cigarettes sous le manteau pour que ça coûte moins cher. Pour autant, j'ai un adolescent, il est confronté autant au cannabis qu'à la cigarette dans sa vie, au quotidien. Donc voilà, c'est le parallèle que j'ai envie de faire. Ouais. Ok, dépénaliser, pourquoi faire, considérant que je ne dirais pas que la cigarette est une drogue, mais et encore, il me semble que c'en est une. Et on voit bien qu'elle est en vente libre et qu'aujourd'hui, on a du mal à ralentir sa progression, malgré l'augmentation des taxes et tout ce qui va avec. Donc voilà le parallèle que j'avais envie de faire. Donc au fond, j'entends deux choses, mais tu me dis si j'interprète correctement ta pensée. C'est qu'au fond, tu nous dis, bon, il faut revenir à la finalité de l'action, et vis-à-vis de ce qui nous était dit, c'était plutôt de dire, premièrement, quelle est la finalité, c'est-à-dire est-ce que c'est le plus grand bien du plus grand nombre possible, ou est-ce que finalement, la finalité, c'est, comme le disait Udo, un public en particulier, c'est-à-dire les plus vulnérables, a dit Udo, les mineurs, si je reprends ta pensée. Et finalement, voilà, il y a tout ça. Et finalement, tu dis dans tout ça aussi que, du coup, l'argument sur le parallèle avec la cigarette n'est pas probant encore, quoi. On ne sait pas quoi en faire parce que, voilà, c'est pas magique non plus. Donc du coup, je vous propose de rebondir sur ce qu'on vient de se dire avec Valérie et avec l'ensemble des participants aussi. Sophie, tu voulais dire un mot? Je remercie déjà les personnes ici qui ont déjà posé un certain nombre de choses. Et moi, je voudrais compléter finalement ce qui nous sert de questionnement. En fait, deux choses, c'est de se dire qui est concerné. En fait, pour moi, c'est qui sont les personnes concernées sur cette problématique-là. Il y a déjà eu des premières avancées. Pour moi, il y a les consommateurs. Ça, c'est vraiment très important. Et on a vu qu'il y a des consommateurs mineurs, donc des gens qui vont être plus sensibles que d'autres. Mais on sait aujourd'hui que pour les consommateurs, on va retrouver dans toutes les, on va dire, classes sociales de la consommation, ça concerne tout le monde. Il y a en amont tous les dealers, les petits dealers et les gros dealers, et puis les producteurs. Donc il y a tout un circuit économique. Donc ça concerne énormément de monde. C'est juste, moi je voulais qu'on se redise de quoi on parle, de qui on parle. Et pour moi, c'est pour ça que le sujet, il est extrêmement vaste et qu'on ne pourra jamais répondre et progresser sur le sujet si on ne s'adresse pas, si on n'envisage pas cette globalité. Et qu'il va falloir agir à plusieurs niveaux. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et puis, une deuxième chose pour moi, quand je reviens à la question de base et que je vais plus m'intéresser aux consommateurs, je trouve que ce qui est grave, c'est l'impact sur la santé, parce que c'est quand même quelque chose qui est connu. Je veux dire, alors, en dehors de ce qu'a précisé Udo, effectivement, où là, dans un cadre très spécifique, effectivement, il y a des visées thérapeutiques, mais je parle là plutôt des gens qui sont en consommation libre. On voit les dégâts que ça pose sur la santé. Ceux ensuite qui sont amenés à aller vers des drogues de plus en plus dures, donc ça, pour moi, c'est gravissime. Et puis aussi, c'est que ça ne touche pas que les gens qui consomment. On va prendre un exemple tout bête, la conduite d'une voiture. On sait que les gens qui consomment provoquent plus souvent des accidents, donc ça impacte sur les autres. Et ça, pour moi, c'est encore plus grave. Donc tu l'avais un peu souligné, Jean, en disant... Et pour moi, je pense que c'est un sujet qu'on doit adresser. Donc je réponds... Mon cri du cœur, c'est de dire qu'il ne faut pas dépénaliser à cause de ses impacts santé, etc. Mais le sujet est extrêmement vaste, il a beaucoup de paramètres et il ne faut pas regarder juste par un angle. Voilà ce que je voudrais dire. Merci Sophie, je vois qu'Ali veut tout de suite rebondir. Ali, tu as bien sûr la parole. Merci à tous pour vos interventions hyper intéressantes. Effectivement, le questionnement qui a été ouvert permet d'avancer sur plusieurs pistes. Moi, je vais dire d'emblée que je suis tendanciellement, pour ne pas dire franchement pour, la dépénalisation et la légalisation du cannabis, pour une raison simple qui va m'emmener à déporter la question sur une autre interrogation qui, j'ai l'impression qu'elle n'a
pas été forcément abordé jusqu'à présent, c'est le débat historique qu'on a en France entre le couple santé et liberté. Et il se trouve qu'on est dans un pays où la santé publique, depuis la fin du 19e siècle peut-être, prend une place, pour ne pas dire une hégémonie, de plus en plus grande sur tout un tas de secteurs de la santé, au prétexte, ou à juste titre parfois, que c'est grave, ou que c'est dangereux pour la santé, ou que c'est dangereux pour les personnes qui sont autour. Et je parle de tout un tas de questions. On en a entendu ces 2 dernières années avec la question de la vaccination. Voilà, dans l'histoire de la santé, on retrouve souvent ce questionnement-là. Et à côté de la santé, il y a la question de la liberté, et certains membres, par exemple, du Conseil constitutionnel aujourd'hui en France, mettent en garde contre la montée en flèche de tout ce qu'on pénalise dans ce pays. Et des uniformes qu'on voit de plus en plus, et des gendarmes qu'on croise de plus en plus, également pour les populations les plus jeunes. Est-ce que dans un pays de démocratie libérale, on veut avoir la main du pénal en permanence derrière nous? Donc moi, voilà, c'est sur ce débat-là, sur cette question-là que je transporterai la discussion. En tout cas, c'est comme ça que je la lis. Pour donner juste un deuxième argument, cette fois-ci un peu plus concret, effectivement, on a parlé de cannabis thérapeutique. Il se trouve que on a une agence nationale de santé en France et de sécurité contre des médicaments et des produits de santé qui est en train de terminer une expérimentation, je crois fin 2023, sur la question de ce cannabis thérapeutique. Moi, je serais partisan de dire, j'attends de voir les résultats de la science, j'attends de voir les résultats des experts. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils donnent le feu vert? Est-ce qu'ils ne donnent pas le feu vert? Ce serait une première manière, pour moi en tout cas, de me positionner sur la question du cannabis thérapeutique. Pour le reste, il me semble, mais là j'ai peu d'arguments dessus ou de mémoire, il me semble que le cannabis non thérapeutique ne fait pas l'objet, ou en tout cas est tout autant grave selon certaines circonstances et dans certains cas, que d'autres produits qui sont très librement commercialisés aujourd'hui en France. Et pas que des produits de santé, je finis juste sur ça, que tout un tas de marchés qui sont plus ou moins contestés et qui peuvent plus ou moins poser des questions de ce type, la prostitution, la pornographie, le tabac jusqu'à pas si longtemps. Merci Ali pour toutes tes observations et tes arguments d'ailleurs, qui me permettent de penser qu'on est en train quand même d'avoir une pensée qui se structure, hein, puisque Sophie nous faisait remarquer que la question qu'on avait abordée au départ était vraiment trop large et que là on est déjà en train de distinguer entre le cannabis voilà, thérapeutique ou pas thérapeutique. Donc on est déjà en train de scinder un petit peu les choses. Merci donc pour les autres observations que je ne vais pas commenter, c'est pas mon rôle. Udo, avant de te donner la parole, j'aimerais que tu nous dises, de ton point de vue à toi, que tu votes et que tu enchaînes avec tes arguments. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire collectivement, je te laisse les 4, Udo, hein, tu peux dire ce que tu veux sur les 4. Moi, je pense, on élargit bien les questions, donc je suis assez d'accord. On est toujours d'abord dans les questions. Tu trouves qu'on a levé le niveau de questions? Ou est-ce qu'on est au bon niveau? On l'a élargi au moins. On n'est pas forcément allé dans les détails de chaque question. D'accord. Je pense qu'on sera aussi incapable, Oui, parce qu'on n'est pas expert suffisamment. L'écoute est parfaite. La franchise, j'en doute pas, tu n'as aucune raison de douter. Après, personne n'a dit son expérience personnelle. On ne sait pas qui a fumé, qui a fumé pas. Donc je laisse une toute petite marge. 99,9%. Voilà, c'est ça. Quant à l'argumentation, je pense qu'on peut encore ajouter pas mal de choses et je vais essayer de vous emmener sur un terrain qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, mais que tu as un tout petit peu touché, Ali, en disant à qui profitent les crimes, en gros. Il y a un commerce derrière tout ça. Et tu parlais des autres commerces. Et quand on parle des commerces de la drogue, même de la drogue douce, on sait qu'on n'est plus dans un questionnement français. On est sur un marché mondial, comme pour plein d'autres choses. Donc, quand on parle de dépénaliser, légaliser, il faut aussi penser
qu'est-ce qu'on a, enfin, les cadres qu'on doit éventuellement établir, pour qui les cadres doivent être utiles? Est-ce que c'est pour éviter les blanchissements de l'argent noir, comme actuellement il se passe dans n'importe quel quartier lyonnais tous les jours, pour des milliers d'euros? Est-ce qu'on s'intéresse à toute la zone grise de la criminalité ou de l'argent facile qui est lié à ce trafic? Parce qu'on nous a interdit, comme, excusez-moi, j'ai un petit âge, comme nous qui sommes nés d'une certaine époque vieux, on a planté nos premières plantes dans nos jardins. Et personne ne nous a interdit quoi que ce soit. Enfin, c'était interdit, mais personne, les gens ne savaient même pas ce que c'est. Et pour la santé, pour la vraie santé, il paraît quand même que ces plantes-là n'ont jamais fait mal à personne, sauf quand on n'est pas encore constitué adulte, quand on est adolescent. Là, il paraît que peu importe quel taux de produits et des dents, mais c'est dangereux. La question de basculer dans d'autres drogues est plus liée à un état psychologique de l'individu qu'à la drogue même. Ce n'est pas la drogue qui vous amène de prendre plus dur. C'est une drogue de courte durée et qui est plutôt pourquoi on l'appelait douce, parce qu'elle ne donne pas des effets hallucinants à long terme ou très profonds. C'est une sorte de relâchement qui se produit, paraît-il, ou dans mes souvenirs du moins. Et moi, je m'ai endormi régulièrement pour le dire clairement, donc pour moi, ça n'a jamais fait rien. C'est pour ça que j'ai arrêté très vite. Mais, néanmoins, je reviens sur la question de la criminalité. Comment on peut imaginer qu'on peut réglementer un marché si ce n'est pas à niveau européen? Or, vous avez des pays, tout le monde sait que les jeunes vont à Hollande, ils achètent, ils passent par la Belgique, etc. Si ce n'est aujourd'hui par Amazon que tu peux l'avoir dans ta boîte aux lettres 2 jours après la commande, etc. Donc, s'il n'y a pas d'accord qu'on veut éradiquer la criminalité qui est liée à ça, le commerce et l'économie qui est liée à ça, mais ça voudrait dire qu'on doit s'occuper de créer un marché autorisé. Dédié. Oui, et contrôlé. Pardon Udo, je suis gardien du temps, c'est extrêmement frustrant. Je sais que tu n'as pas terminé ce que tu voulais nous dire. Non, c'est bien. Mais je suis obligé de jouer ce rôle-là. Allez. Mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel au public. On va lancer un sondage et vous allez dire, chacun d'entre vous, avec l'application Metagora, effectivement, qui nous relie, vous allez dire quel est le curseur des 4 curseurs. Vous allez voter, tout simplement avec le curseur. Quel est le curseur des 4 curseurs qui manque encore pour qu'on aille encore plus loin dans nos échanges, qui sont déjà très qualitatifs. Donc je vais lancer collectivement le vote. Voilà. Sauf pour les participants qui sont directement autour de la table. Et on va demander au public, voilà, le public a 30 secondes pour voter. Beaucoup de choses, Udo, dans ce que tu étais en train de dire, et je suis moi-même frustré de te frustrer. Parce que finalement, tu as abordé la question économique, qui fait partie quand même du cœur d'une des questions liées à ça. J'en profite pour dire que la nature d'une drogue, selon Platon, est d'être pharmacologique, c'est-à-dire qu'elle est poison et remède tout à la fois, toujours. Hop. Voilà, on va s'arrêter sur cet écran-là. Et sur cet écran-là, je vais interpeller 2 membres du public. Je vais vous demander donc de ne plus toucher les écrans, très librement. Je vais demander à Nacera, qui est avec nous, de se prononcer en toute subjectivité, tel que tu le penses avec ton cœur, Nacera, sur, voilà, nous parler de la qualité des échanges que tu as vus et peut-être qu'est-ce qui manque encore pour aller encore plus loin, selon toi. Selon moi, la qualité est bonne, et même excellente. Je pense qu'il y a déjà une expérience citoyenne, c'est-à-dire dans l'échange et les débats et le respect les uns les autres. Le positionnement, de toute façon, le sujet est tellement complexe et compliqué.
Pour autant, je pense que si on osait un peu plus dans l'argumentation, c'est-à-dire que si on dépassait un petit peu ces frontières un peu mentales ou éducatives, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire osons aborder des sujets autour de la drogue, la dépénalisation jusqu'au bout. Je pense que vous êtes encore pudibond. Est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais qu'on étaye? Si c'était toi, si tu étais autour de cette table. Une idée. L'argent, hein, donc oui. L'économie parallèle. D'accord. Le fait dépénaliser, ça sous-entend quoi? Est-ce que la dépénalisation fera en sorte que l'économie parallèle sera gérée non plus par des dealers et par des trusts, même voire col blanc, parce que maintenant ils sont trusts col blanc, le blanchiment de l'argent, mais plutôt géré par l'État? Très clair, Sarah. Merci beaucoup pour cette intuition et cet apport. Adrien, je vais te donner aussi le micro et au fond de dire aussi même question, vu ce que tu as entendu là, de juger, voilà, de nous apporter ton éclairage très subjectif aussi. Moi j'aurais envie de dire bravo parce que le débat est de qualité. Ça se voit d'ailleurs dans les curseurs qu'on observe chacun, notamment sur la qualité de l'écoute. Je pense qu'elle est aussi liée au cadre qui a été posé et au rôle de facilitateur que vous faites, à mon avis, bien ici, Jean, parce que c'est également très important. Moi, j'ai trouvé que voilà, les arguments étaient de qualité. Alors, c'est intéressant parce que j'ai peut-être une lecture un tout petit peu différente de ce qui a été dit précédemment. Moi, personnellement, c'est le questionnement qui me semble être encore pas à la hauteur, si j'ose dire, du débat, pour une raison simple, c'est qu'il me semble, c'est mon opinion, hein, c'est bien ce qui m'a été demandé de prononcer, qu'en fait, chacun est un petit peu dans son couloir argumentatif. Vous voyez, et que chacun finalement développe une argumentation qui lui est propre, qui, à mon avis, était l'argumentation qui était déjà le reflet de sa conviction initiale, et on ne questionne peut-être pas encore assez, justement, les opinions des uns et des autres. Alors peut-être que, voilà, si j'ai une recommandation à faire, et si c'est ça qui m'est demandé, je souhaiterais voir peut-être davantage, en gros, les participants s'écharper. Hein. Voilà, davantage. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Nacera. Je vais reprendre vous deux, en fait, je ne suis qu'un facilitateur, je vais prendre vos deux intuitions. Oser davantage aller au fond d'un sujet qui très, très délicat éventuellement, mais oser puisqu'on est en confiance, visiblement les conditions sont réunies. Et puis de la même manière, Adrien nous dit au fond, c'est facile de penser à côté d'eux, c'est hyper difficile de penser ensemble, de penser avec l'autre. Donc finalement, et ça c'est une des règles de chez Platon, lorsqu'il parle de la dialectique, encore un mot de philosophe, Frédéric, finalement. Je note. La dialectique, c'est vraiment partir de ce que vient d'admettre l'autre comme une vérité ou une fausseté, mais partir à partir du raisonnement de l'autre véritablement. Voilà, le faire davantage et déployer les argumentations. J'ai vu deux visages. Alors, Sophie, je t'en prie. Après, ce sera Benjamin. Moi, j'avais juste déjà envie de réagir à ce que tu viens de dire, Jean, et les commentaires qui ont été faits, c'était plus là sur le débat. Je pense qu'il est tellement vaste qu'on avait déjà besoin de définition, d'avoir un langage commun. Et ça, avant de s'écharper, il faut qu'on ait un langage commun. Donc, je crois que chacun réagit en y allant par une certaine optique. D'ailleurs, moi-même, je me suis aperçue que quand j'ai parlé des grossistes et des dealers, je voulais aborder l'aspect économique, mais je ne l'ai peut-être pas bien exprimé, donc du coup, ça n'a pas été perçu comme ça. Donc voilà, j'ai personnellement adoré, Ali a complètement élargi le débat avec l'aspect de la liberté. Donc on a eu besoin, je pense, de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que le sujet est tellement vaste. Donc ça, c'était déjà mon premier point de vue. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a l'éducation qui va rester pour moi un sujet de fond, mais sur tous les sujets. L'éducation, c'est quelque chose pour moi d'énorme et qui va permettre, auquel il va falloir encore aller plus loin. On a parlé de l'alcool, on a parlé de la cigarette, mais c'est tous les sujets sociétaux. L'éducation, c'est très très fort. Et ensuite, le deuxième sujet, la mondialisation, ben oui, on a un vrai sujet économique, puisque effectivement, on va avoir l'impact social sur les petits dealers. Et pour moi, aujourd'hui, on est les États, et effectivement, une réponse à minima européenne, pour moi, sera quelque chose à faire. Et après, je répondrai bien à tout ce qui est liberté, mais je vais aussi laisser la parole aux autres. Mais je trouve que c'est peut-être un sujet, une discussion à un autre niveau. Et voilà, donc je reste sur la partie carrément à un niveau philosophique, liberté, sécurité,
santé. Oui, mais après, c'est vrai que les arguments qui ont été amenés par Ali concernant la santé et la liberté étaient pour moi très éclairants. C'était vraiment une intervention que j'ai beaucoup appréciée. Moi, j'ai l'impression que le sujet nous échappe un peu avec toutes les interventions qu'on a faites. J'aimerais bien recentrer sur en fait qu'est-ce que la dépénalisation et la légalisation du cannabis veulent créer comme comportement. En fait, c'est ça pour moi la vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire que faire société en dépénalisant et en légalisant le cannabis? Quel comportement on attend de nous en tant que citoyens? Quel comportement on attend de nous, entre nous, en fait? Et derrière, évidemment, la question de l'environnement que ça va créer arrive dans un second temps. C'est là où vous amenez toute l'économie parallèle que ça peut générer. C'est des questions que je me pose, que je partage avec vous, et depuis le début de ce débat, je n'ai pas entendu beaucoup de propositions, et c'est valable pour moi aussi, et je voudrais interroger le groupe à ce niveau. Question énorme, Benjamin, que tu poses, qui est ni plus ni moins que la question philosophique en politique de qu'est-ce que c'est que le souverain bien? C'est quoi le bien commun? La res publica, finalement, la chose commune et le bien commun. Bon, je ne fais qu'une petite intervention pour vous permettre de vous donner du temps pour répondre à la question immense de Benjamin. Le problème central, c'est qu'il n'y a pas de santé à l'échelle communautaire, ou la santé à l'échelle communautaire, c'est quelque chose d'extrêmement faible. On l'a vu, là encore, pendant le Covid, il y a un effort massif pour décloisonner des choses qui avaient été cloisonnées, puisque l'Europe n'est pas un marché de la santé, l'Europe n'est pas une union de la santé. C'est la première chose, et ça ne l'est pas parce que l'interprétation que chaque pays fait de ce que c'est que la santé n'est pas du tout la même. La santé, d'après l'OMS, il me semble que c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social des individus. C'est une définition qui est très difficilement et très diversement interprétable selon le pays qu'on est. L'Allemagne a une réglementation éthique due à son histoire qui fait que sur un certain nombre de questions sanitaires, elle est très à cheval et elle ne va pas très loin. La Hollande, vous l'avez justement rappelé, a une toute autre façon d'interpréter la chose. Donc peut-être une première proposition pour aller sur la question de l'Europe, c'est d'abord construire une définition communautaire de la santé, une interprétation communautaire de la santé du point de vue de l'OMS, et la transposer dans la loi, parce qu'il n'y a rien de mieux que la loi à l'échelle de l'Union européenne pour favoriser et développer des choses. Dernier point sur la question économique, cette fois-ci. Oui, là je prendrai comme exemple le parallèle du marché du tabac. Pendant longtemps, ça a été un monopole étatique, ensuite c'est devenu un monopole d'une certaine façon privé, étant donné, ou un oligopole privé. Pour autant, je ne vois pas de corrélation entre oligopole ou monopole et le taux de personnes qui pratiquent l'acte en question. Les États-Unis, c'est l'un des pays dans le monde où on fume le moins, mais c'est précisément le pays dans le monde où d'où ces entreprises sont nées, sur la question du tabac. Donc, partant de ce principe-là, si on fait une analyse risque-bénéfice, il y a a priori, selon moi, plus de bénéfices à ce qu'on régule ce marché et qu'on l'ouvre, que ce soit étatiquement ou au privé, que tous les risques qui sont inhérents à la clandestinité. Mais ça, je pense qu'on y reviendra d'une manière. Allez-y. Dernier point, très rapidement. Bien sûr. Je ne veux pas me faire l'apôtre de la liberté, même si peut-être un peu. Juste sur cette question-là, quand je dis liberté, c'est jamais liberté absolue. Vous avez très justement rappelé, je pense, la question de l'éducation. Quand je dis liberté, je ne nous vois pas comme des individus, mais comme des citoyens. C'est-à-dire des citoyens qui vivent en société et donc à qui il faut faire plus ou moins attention ou accorder un degré plus ou moins important de dépendance. Voilà. Les 3 points. Potentiellement 2 interventions. Philippe, tu voulais dire? Oui, justement, parce que le thème de la liberté, mais après, pour revenir aussi, et le lier au thème du bien commun,
que je pense que finalement, le bien commun, c'est peut-être de vivre dans un état de liberté. Mais après, c'est la question, c'est qu'est-ce que l'on met derrière la notion de liberté? Et finalement, la remarque finale d'Ali va dans le sens de ce que j'aimerais rebondir dessus. Finalement, la liberté, est-ce que c'est laisser à chacun le droit de faire ce qu'il veut, donc finalement de dépénaliser et de légaliser, ou est-ce que la liberté dans une société, c'est de protéger les citoyens contre des éléments qui pourraient lui être nocifs? Et finalement, est-ce que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, ou est-ce que c'est la liberté de protéger? Parce que finalement, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas la capacité de se poser la question et qu'il faut protéger. Et l'État, il est là pour protéger. Et donc, ce qui peut être pris comme quelque chose qui va être peut-être un retrait de liberté de certains, et finalement la liberté de vivre dans un monde, je dirais, dans lequel on se sent protégé. Donc ça, c'est un point que je pense qui est intéressant. Et sur le bien commun et le côté économique, finalement, ce côté économique, et pour revenir à la question initiale, c'est l'État a-t-il un intérêt à dépénaliser et à légaliser? Parce que finalement, et je pense que Sophie c'était ça, il y a un aspect, cette économie parallèle finalement, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire dans ce pays? Parce qu'en fait, elle amène à avoir un certain nombre de personnes à avoir des revenus que peut-être ils n'ont pas dans la société, on va dire, classique. Je sais pas comment le dire exactement. Et finalement, si on privait ces gens de cette source de revenus, est-ce qu'on se retrouverait pas dans une situation qui serait quelque part encore plus ingérable? Et qu'on a finalement tout intérêt à laisser cette économie parallèle exister pour permettre, je dirais, à ce qu'on peut-être on n'apporte pas sous un système d'aide, sous un système de subvention. Et finalement, c'est la liberté d'entreprendre. Alors, est-ce que cette liberté d'entreprendre de quelques dealers grossistes et tout ça, c'est la liberté, ou c'est justement l'aliénation de la personne par un produit, le cannabis, et d'autres drogues? Je ne sais pas si c'est le cannabis qui est au centre, qui est le plus important, mais en tout cas, c'est peut-être une étape. En termes de garant du temps, je suis obligé de presque nous arrêter là. C'est la quasi-fin de notre dialogue. J'ai apprécié vraiment aussi ces derniers échanges parce qu'ils synthétisent toutes les tensions qui existent entre la définition partagée d'une politique de santé, voire européenne, en prenant en compte les vulnérables, les personnes vulnérables. Et ça s'appelle un peu la philosophie du care. Et la philosophie du care a été apportée par le féminisme. Je le dis en passant, donc très intéressant aussi. Et puis, au fond, dans ce que tu avances en dernier lieu, il y a un certain réalisme politique qui nous est hérité de Machiavel. Voilà, nous sommes tels que nous sommes, on fait le peu qu'on peut, et au fond, le moins mauvais, on le prendra pour bon, dit Machiavel. Donc c'est aussi le réalisme politique de fait. Vous voyez, le moins mauvais, on le prendra pour bon, en politique, dit-il. Vous voyez, ce n'est pas machiavélique, c'est simplement réaliste. Et cette tension, à mon avis, elle fait partie de chacune d'entre nous en tant que citoyen. Voilà, cette tension vers le souverain bien, la définition, etc. Et puis le réalisme qui nous prend un peu de temps en temps aux tripes et qui nous ramène parfois à des faits. C'est complètement arbitraire, mais je viens de le décider. Benjamin, tu as eu le courage de commencer notre dialogue. Je vais te donner la primeur de le conclure en venant voter, encore une fois et dernièrement sur nos échanges. Au fond, question finale, Benjamin, je te laisse les 4 curseurs et je te laisse les interpréter comme tu veux, avec peut-être une question colonne vertébrale que je te laisse libre d'interpréter, qui est de dire, au fond, arrivé à ce terme de notre dialogue, tu nous as trouvé collectivement comment, en termes d'argumentation, franchise, écoute, questionnement, et je te laisse totalement libre aussi de l'interpréter, évidemment, comme je le souhaite, comme tu le souhaites. Comme je veux. Comme tu le veux. Une complète liberté qui prend le place sur la santé. Mais avec le pari que ça va rejoindre le collectif. En responsabilité. En responsabilité. J'ai trouvé qu'on avait eu un niveau d'argumentation qui était extrêmement haut. J'ai eu de très forts arguments, souvent intelligents, d'ailleurs même plus souvent intelligents qu'autre chose, dans la mesure où ils étaient intranchables. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... c'était pas manichéen. C'était pas manichéen, on arrivait vraiment à discerner ce qu'il en était de bien ou de mal dans la dépénalisation et la légalisation du cannabis. En termes de franchise, je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'on soit non franc les uns envers les autres dans la mesure où on ne se connaît pas.
Et donc du coup, risquer une rupture relationnelle ne nous a pas vraiment fait peur. Même avec le. N'est-ce pas? Même avec l'intuition de Nacera. Je fais un clin d'œil. Même avec l'intuition de Nacera. En termes d'écoute, je nous ai trouvé une qualité d'écoute assez dingue, dans la mesure où on s'est vraiment écouté, il n'y a pas eu de coupage de paroles intempestif, et ça c'était vraiment très 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 agréable. Coupure de paroles intempestif, coupage. C'est pas grave, c'est après une journée de travail, jamais. Et en termes de questionnement, je vous avoue que j'en ai encore plein. J'aimerais bien continuer ce débat. Parce que je me sens un peu frustré. Je me sens un peu frustré des mesures qu'on aurait pu trouver ensemble. Et je pense qu'il nous manquait encore quelques heures de facilitation ensemble pour qu'on puisse arriver à vraiment quelque chose d'essentiel en termes de mesures concrètes. Merci Benjamin pour ton feedback. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à passer bientôt la main à Frédéric, qui a la dure tâche de faire une synthèse de ce qu'on s'est dit. Au fond, une synthèse peut-être sur les intuitions, les traits saillants, les consensus, les dissensus, et peut-être même sur des règles, mais on verra ça, Frédéric, en live, entre toi et moi, peut-être des règles du jeu sur le dialogue lui-même, finalement, qui en découle. Reposer des éléments comme ça d'un poste d'observation, parce que en fait c'est assez compliqué avant qu'à votre tour on puisse vous demander comment vous avez vécu l'expérience, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc évidemment pas de réponse à la question. En fait c'est un peu le paradoxe, mais quelques réflexions en observateur sur le dialogue, sur l'écoute, sur la manière dont on met les choses en débat. La première suggestion qui me vient, c'est que en fait, pour pouvoir répondre à une question, il faut sans doute d'abord, et vous en étiez d'accord, la questionner. On s'est aperçu qu'il faut aller dans la question avant de chercher la réponse, et que même quand la question est bien posée, il faut aller questionner parce qu'il y a toujours des questions derrière les questions, en fait. Et qu'il y a bien un moment où on arrive soit au cœur du sujet, soit à la vraie question. Et que pour ça, il faut le temps nécessaire pour arriver et décanter jusqu'à la question qui mérite soit d'être comprise, soit d'être partagée. Première réflexion sur la question. La deuxième réflexion qui me venait sur la manière dont on met en partage des éléments, et on l'a bien vu, ça a été dit, chacun naturellement parle de son point de départ et de sa fenêtre, avec son expérience, avec sa façon d'être, avec sa relation, y compris peut-être à l'expérience. Alors on ne saura pas qui a fumé autour de cette table, mais pas ce soir. Peut-être après. Peut-être après. La prochaine, on va y Ce ne arriver. sera pas filmé. C'était l'objectif. Mais c'est intéressant de voir qu'on est tous forcément avec un prisme qui est lié à notre expérience personnelle. Évidemment, quelque chose qui a été noté et que la table permet de noter, c'est que, et là c'est contre-intuitif, puisque ça n'a pas été le cas, mais en fait s'écouter, ce n'est pas forcément naturel, sauf si on vaut le jeu de l'écoute, s'il y a un cadre, s'il y a une animation, s'il y a un canevas, s'il y a un timing. Et si, j'allais dire aussi peut-être, et ça a été évoqué à la fin, le fait de ne pas se connaître, paradoxalement, peut éviter d'avoir soit des présupposés, soit des représentations, soit des a priori, et que du coup, on a là une forme peut-être possible d'égalité qui, on le sait, n'est pas fréquente. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans un débat comme ça, c'est-à-dire dans un dîner en ville ou dans un débat de société, à égalité dans une argumentation, puisque chacun vient avec sa culture, son histoire, sa connaissance du sujet, et que ce n'est pas forcément simple de pouvoir exister dans un débat où on n'aurait pas d'éléments. Un point intéressant sur le clivage, qui n'est pas toujours là où on imagine en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé là aussi intéressant, c'est que, et vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez, c'est que les propos, quand ils sont souvent plus tranchés, ils permettent paradoxalement d'avancer plus facilement et de se positionner. C'est-à-dire quand il y a une espèce de consensus un peu mou, on a du mal soi-même à se positionner dans l'argumentation, alors que dès que c'est plus tranché, d'ailleurs ça a été réclamé un peu, allez-y quoi, mettez vos opinions personnelles, allez à la rencontre à la fois de vos émotions et de vos opinions, et ça permet justement peut-être d'avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Que la forme et la manière dont on s'exprime conditionne aussi
la manière dont peut-être on est entendu, la manière et la facilité avec laquelle on peut s'exprimer a un impact sur la compréhension que les gens ont du fond. Et puis peut-être un ou deux derniers éléments, c'est que même si la question est ce qu'il y a de plus important, et si on en a toujours en fait, puisque c'est sans fin, il y a bien un moment où il faut essayer d'aboutir quand même à un élément de réponse, sinon on pourrait passer la nuit à se questionner. Et donc il faut quand même accepter à un moment ce fameux consensus qui en fait, le consensus ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'on est juste d'accord éventuellement sur nos désaccords. Et c'est aussi cette manière de créer un processus un peu itératif qui nous permet à un moment de décider qu'on doit soit clore le sujet, soit en finir avec la question. Et pour revenir au dernier élément de départ qui était, après tout, c'est un sujet politique, et si on avait des élus, on pourrait peut-être les interpeller dessus en évoquant le fait que fondamentalement, la politique, c'est pas choisir la meilleure des solutions, mais c'est parfois choisir la moins mauvaise ou la moins pire. Et ce qui peut aussi nous permettre de comprendre parfois les choix un peu complexes des hommes et des femmes politiques qui nous gouvernent. Voilà les quelques réflexions méta qui m'étaient venues. Mais ce que je pense intéressant, Jean, et c'est comme ça qu'on va sans doute conclure, c'est peut-être maintenant de découvrir qui se cachait derrière nos invités. Et donc l'idée, c'est bien de pouvoir entendre du coup maintenant et de découvrir qui sont derrière nos invités et que chacun puisse s'exprimer sur la manière dont il a vécu à la fois ce dialogue et peut-être avec quoi il repart dans la découverte de l'autre ou de l'altérité. Alors, qui veut se lancer pour le coup? Valérie, je te passe le bâton, carrément. Donc, comme on l'a déjà entendu, je m'appelle Valérie. Là, pas une grande découverte. Comment j'ai vécu ce dialogue? En fait, là, en écoutant la conclusion, je me dis finalement qu'on n'avait pas vraiment défini d'objectif à ce dialogue et que du coup, on n'avait pas vocation ni à se mettre d'accord, ni à trouver la bonne solution. Donc voilà, est-ce qu'il faut fixer un objectif au dialogue? Et le deuxième constat que je fais, c'est que, en effet, je vous rejoins complètement sur le fait que c'était intéressant qu'on ne se connaisse pas et que du coup, on puisse se parler librement, d'égal à égal, si je puis dire. Pour autant, comme on ne se connaissait pas, je trouve que le dialogue est resté très polissé. En plus de ça, c'est filmé. Donc on se dit, oulala, je vais peut-être pas trop en dire sur mon expérience du cannabis. Et je pense effectivement qu'un groupe de dialogue qui apprend à se connaître un peu plus dans le temps sera en capacité certainement d'aller un peu plus loin dans l'exercice, de se dévoiler et de dire fondamentalement quelle est son expérience et ce qu'il pense, pour rester un peu moins dans le polissé qu'on a vécu ce soir. Voilà. Et je veux vous remercier d'abord pour cette expérience. Moi, je l'ai très bien vécue. Première chose, premier point que je note, c'est vraiment le fait que j'ai bien aimé le terme employé, qu'il n'y a pas eu de potentielle rupture relationnelle. Voilà, de rupture relationnelle, parce qu'effectivement, on avait, je trouve pas nécessairement peur ou on ne se censurait pas en fonction de qui est-ce qu'on est ou qui est la personne qui est en face de nous. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a fait un débat presque anonyme. Voilà, on est là et on est totalement décomplexé. Donc, en fait, voilà. Et du coup, quand vous dites que, par exemple, que le débat vous a paru polissé, en fait, moi, j'ai l'impression qu'à l'inverse, il y a tellement eu... Enfin, on est habitué au débat avec des conflits et à la discussion, d'ailleurs, pas le débat. On est habitué au conflit, à la conflictualité, aux antagonismes. Et en fait, là, précisément, il n'y en a pas eu. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas appris et pu développer des arguments. Donc, au contraire, le fait que ça a été polissé, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et positif au débat. Voilà. Perso, je rejoins ton opinion, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est vraiment sorti du débat de comptoir. J'ai vraiment l'impression qu'on est sorti même du débat politique qu'on aurait pu avoir à la télévision, où on a deux camps qui s'opposent et qui trouvent finalement pas vraiment d'accord et qui ne recherchent pas vraiment de terrain commun. Alors que là, on a été 6 à pas forcément avoir les mêmes opinions et aller plus ou moins dans la même direction. Moi, concrètement, cette expérience, je me suis senti cadré et en même temps,
j'ai l'impression qu'on a pu faire des pas de côté et qu'on a pu recalibrer plusieurs fois les échanges. C'est un peu le sentiment que j'ai. Donc oui, je l'ai plutôt bien vécu et d'ailleurs, je vous en remercie. Alors moi, justement, par rapport, je partage vraiment beaucoup de choses de ce qui vient être dit. Et en fait, le débat, il était cadré. Il était cadré aussi parce qu'on a donné des critères à qu'est-ce qui allait être ce bon débat. Et finalement, le critère de l'écoute, et c'est ce qui est revenu pas mal dans ce qui a été dit là, il était clairement dit comme étant un paramètre important. Et finalement, peut-être que dans un certain nombre de débats, tu mentionnais Benjamin, qu'on voit à la télévision, on voit que les gens viennent avec absolument pas l'idée de s'écouter. Et c'est peut-être le propre de la politique. Moi, j'aime bien la politique, c'est un sujet qui me passionne, et je peux aussi quelquefois partir dans des délires. Mais de savoir que l'écoute faisait partie du contrat, parce que c'est un des 4 critères, et finalement, peut-être qu'on se force à écouter. Et finalement, à écouter jusqu'au bout, avec l'idée et c'est l'autre côté, l'argumentation, le questionnement. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce débat, c'est que ça m'a amené à me poser des questions sur ce que je pensais. Et je vois bien que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui a été dit. On a des éléments, même si on n'a pas été très clivant, on a quand même amené un certain nombre d'éléments qui, je pense, permettent de se positionner dans le débat. Alors, il faudrait certainement aller plus loin, et peut-être qu'à un moment, peut-être un tout petit peu plus de confrontation pourrait amener aussi des choses au débat, parce que je pense que le débat n'a pas besoin d'être 100% policé pour être voilà. L'argumentation peut amener à l'affrontement, mais en tout cas, voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le cadrage qu'il y avait a permis de favoriser l'écoute, et moi, il m'a permis de me poser un certain nombre de questions, peut-être de réflexion, en tout cas nourrir ma réflexion, pour peut-être à la fin avoir une réponse plus claire, parce que comme j'ai dit au tout début, le sujet il est clivant, mais il est clivant pour soi-même, parce qu'en fait, dire je suis pour ou je suis contre, finalement, c'est pas si simple que ça, quoi. Et on l'a vu que le débat a apporté cet élément. Oui, merci. Donc, beaucoup de choses étaient dites. Je souligne que les faits, même si là, en plus, il y a un outil technique qui permet de temps en temps suspendre les flux de la communication, des échanges, et de réorienter ou recadrer autour de certains points. On dit, ah oui, c'est vrai, peut-être on va plus loin là. Ça crée automatiquement une dynamique dans un groupe. Donc, je découvre cette méthode, même si certainement un animateur avisé les fera automatiquement sans la tablette tactile, autant que truc. Mais la méthode elle-même, elle me paraît très intéressante pour structurer au moins un échange comme ça. Après, je me pose une question. Quel est l'impact de la manière qu'on pose une question au départ pour que l'implication des personnes qui ne se connaissent pas soit plus ou moins personnelle? La question que nous on l'a posée clairement comme un débat politique à la télévision, pour ou contre, machin, etc. Or, on n'est pas des politiques. On n'a pas des partis à défendre. Et donc, personnellement, on est policé. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on aura réagi de la même manière si vous aurez posé la question, je prends Ali comme initiateur de ma pensée, la dignité des hommes, la liberté de mettre fin à sa vie ou de décider soi-même, on est dans les débats très clivants aussi de suicide assisté ou de dernière volonté, etc. Et on répondit à partir d'une chose qui nous touche tous, parce qu'on est tous, à un moment donné, confrontés à la question, est-ce que j'ai le courage de dire cette vie, je ne la veux pas comme ça, c'est pas comme ça je veux vivre, je m'arrête là, et je suis un homme libre de le décider. Alors, est-ce que je suis moins libre de décider de boire, de fumer, de prendre une drogue? Est-ce que ça me fait un citoyen pas aussi responsable si je peux aller jusqu'à ma propre décision de mourir? Donc, si on aura formulé la question autrement, je pense qu'on aura pu avoir d'entrée une sorte de... un écho intime plus important.
Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit. C'est que pour moi, il y a deux caractéristiques dans le débat qu'on a eu ce soir. C'est d'abord, on est tous des citoyens, là en tant que citoyens, et non pas, on n'a pas d'engagement politique, ça a été dit, mais ça, pour moi, ça a eu une conséquence. Et la deuxième chose, c'est d'avoir cadré ce débat avec Metagora. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, on n'avait pas envie de se mettre, nous, personnellement, en avant, comme un politique, on n'a pas eu besoin de ça, mais que chacun, finalement, a répondu avec ses tripes, avec sa pensée, mais en mettant ça au service du débat et finalement de cette cause commune, parce que même si on est pour ou contre, on a tous été d'accord sur les conséquences néfastes du sujet, en tout cas du cannabis. Et donc, je trouve que voilà, ces deux aspects-là ont fait que finalement, on n'a pas à défendre justement son côté personnel, je représente, etc. On est un simple citoyen. Donc pour moi, ça a été très très riche. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Et dernier point, c'est que on a eu besoin de poser finalement de quoi on parle, etc. Et que moi, ça m'a donné une envie folle de continuer. Voilà, parce qu'évidemment, on est arrivé à un certain nombre de réflexions et on a envie d'aller plus loin. Voilà. Merci à vous tous. Je vous remercie d'avoir joué le jeu du dialogue. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a un truc de philosophe qui me turlupine depuis 10 ans maintenant, mais je pense qu'il va continuer, c'est le pouvoir de la question. Alors, en philosophie, une vraie question est une question qui nous met en question nous-mêmes. Sinon, on fait autre chose. Or, le fait qu'elle nous mette en question, on essaye de ne pas rentrer dans la guerre. Le fait qu'il y ait cet écho intime, on essaye de questionner le fait que ça nous mette en question. Vous me suivez ? À cette heure-ci. Et le fait de questionner le fait que ça nous mette en question nous permet de chercher de la vérité. Ne nous permet pas de chercher la vérité, je ne sais même pas si ça existe, la vérité, mais de la vérité. C'est la grande différence qu'il y a entre le débat classique où il y a le mot battre dans ce débattre et le dialogue. Le dialogue, on cherche de la vérité, alors que quand on se bat, on cherche à avoir raison. Donc on a essayé modestement avec vous de créer des conditions de possibilité d'une autre forme de dialogue citoyen, qui ne soit pas un débat à proprement parler, mais qui soit un vrai dialogue. Et c'était l'objectif, j'espère qu'on a réussi, en tout cas on a passé un moment citoyen d'expérimentation, c'est aussi ce qu'on voulait faire ensemble, Jean, à la fois avec Noétique Biz et Lyon Positif, et puis poursuivre et apporter notre contribution à la manière dont on peut, au-delà de la politique, parler, échanger, s'écouter. Donc j'espère qu'il y aura d'autres débats, j'en suis sûr, et moi je vous invite, toutes et tous qui nous regardez, à nous faire part à la fois de vos remarques, de vos propositions, et peut-être d'autres thématiques, pour que dans une prochaine émission et un prochain numéro, on revienne vers vous pour débattre autrement. Merci. Nous, on va aller boire un verre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.